Dans cette vidéo, on présente la solution d'une équation dérivée partielle relativement simple, donc avec 3df sur dx moins 2df sur dy égale 0. Donc on résout cette équation différentielle via un changement de variable affine, donc on va poser u égale 2x plus 3y, v égale x plus y. Et à l'aide de ce changement de variable affine, on nous demande de trouver les solutions de classe C1 sur R2 de cette équation. Donc on va commencer par étudier ce changement de variable là qu'on vous a posé. Donc on va poser f une fonction de classe C1 sur R2 et on s'intéresse au changement de variable affine, donc u égale 2x plus 3y, x plus y. Et si on écrit ce changement de variable sous forme matricielle, on obtient ça. Il est tout de suite à noter que cette matrice qui est ici est inversible parce que son déterminant est non nul. Et du coup, comme elle est inversible, cette application linéaire qui a xy associe 2x plus 3y, x plus y, va être une application linéaire bijective de R2 sur R2. De plus, on peut donner rapidement l'expression de h-1, donc il suffit pour cela d'inverser la matrice. Et on obtient que h-1, qui a xy appartient à R2, associe moins x plus 3y, x moins 2y. Donc pour faire ça, on a juste inversé la matrice qu'on avait donnée. Alors ensuite, on se rend compte que les fonctions h et h-1 sont des fonctions de classe C1 de R2 dans R2. Pourquoi? Si on peut regarder chacune des applications de coordonnées, donc xy associe ça par exemple, elle est de classe C1 parce qu'elle est polynomiale, celle-ci, pareil, elle va être de classe C1 parce qu'elle est polynomiale, et vous pouvez faire pareil pour les 4. Donc chacune des applications de coordonnées est de classe C1, donc c'est bien de classe C1. Ensuite, on peut regarder un petit peu le schéma de ce changement de variable. Donc au départ, on avait f qui a xy dans R2 associé f de xy. On va appliquer notre fonction h qui nous ramène dans R2, qui nous ramène à h de xy, qui sera donc du coup égal à notre uv, c'est le changement de variable. Et on va s'intéresser du coup à cette fonction-là, maintenant g, qui va aller de R2 dans R, et qui sera définie comme étant f rond h-1. Donc pourquoi est-ce qu'on peut poser ça? Si je veux aller de là à là, je peux partir d'ici, aller là via h-1, et revenir ici via f. Donc on obtient que g, ça va être f rond h-1. Vous remarquerez tout de suite, encore une fois, l'intérêt, quand on fait un changement de variable, d'avoir une fonction bijective. L'intérêt étant que cette flèche-là, on va pouvoir la doubler par une flèche dans l'autre sens, qui va s'appeler h-1. Et donc vous voyez qu'on peut aller ici dans les deux sens. Donc je peux définir g en fonction de f, grâce à la flèche du h-1. Mais je peux aussi définir f en fonction de g, en passant comme ça. Donc j'ai ces deux relations-là. Je vois tout de suite que mon g va être de classe C1 sur R2. Pourquoi? Parce que c'est une composée de fonctions de classe C1. On a vu que h-1 était de classe C1 et que f était de classe C1 parce qu'on la recherche une fonction de classe C1. Et du coup, je vais pouvoir appliquer ma règle de la chaîne. Donc je vais calculer les dérivées de f écrites comme ça, avec la règle de la chaîne, de variables. Donc d'abord, ma fonction g est de classe C1, on vient de voir pourquoi, parce qu'elle a été écrite comme composée de fonctions de classe C1. Ma fonction h va être de classe C1 sur R2 parce que chacune de ces fonctions coordonnées l'est, donc on l'avait déjà écrit, mais on le redit. Elle est à valeur dans R2. Donc je peux appliquer la règle de la chaîne de variables, et qui me dit que f est de classe C1 sur R2, mais bon, ça on le savait parce qu'on cherchait f comme ça. Et pour tout xy dans R2, j'ai ma dérivée de f par rapport à x, qui voudra la première dérivée de g en h de xy, fois la dérivée de la première coordonnée de h, c'est-à-dire celle-ci, par rapport à x, appliquée en xy, plus pareil pour la deuxième coordonnée de h, fois la dérivée de la deuxième coordonnée, la deuxième coordonnée de g, multipliée par la dérivée de la deuxième coordonnée de h par rapport à xy, par rapport à x. Et donc on obtient que c'est égal à cette quantité-là. Pareil pour df sur dy, donc on prend la première dérivée de g, on multiplie par la dérivée de cette fonction-là par rapport à y, la deuxième dérivée de g, on multiplie par la dérivée de cette fonction-là par rapport à y, et on obtient cette expression-là. Et vous remarquerez que du coup, comme je connais df sur dx, df sur dy en fonction des dérivées partielles de g en h de xy, je vais pouvoir remplacer dans mon équation, et j'obtiens finalement que quand on s'intéresse à 3df sur dx moins 2df sur dy en xy, ça va être égal à 3 fois cette quantité-là, moins 2 fois cette quantité-ci. Et quand on calcule, miraculeusement, on tombe sur cette quantité-là. Et donc vous remarquerez que cette fois-ci, on va retomber sur une équation dérivée partielle, mais où il n'y aura plus qu'une seule dérivée partielle. Donc du coup, maintenant on va s'intéresser à notre équation vraiment. Donc on va dire qu'on va prendre une fonction de classe C1 sur R2. F est solution de E sur R2, si et seulement si. Pour tout xy appartenant à R2, j'ai ça, égale 0.
Avec le calcul que j'ai fait au-dessus, ça revient à dire que la dérivée par rapport à la deuxième variable de g en h de xy égale 0. Et c'est à ce moment-là que je vais faire mon changement de variable. Je vais poser uv égale h de xy. Ma fonction h était surjective de R2 dans R2, donc ça veut dire que mon uv prend toutes les valeurs de R2. Et cette ligne-là, du coup, s'écrit d rond 2g en uv égale 0. Alors d rond 2g en uv égale 0, ça veut dire que je dérive par rapport à la seconde variable. Et donc je vais primitiver, par rapport à v. Et j'obtiens que ma fonction, du coup, ça va être une constante par rapport à v, donc une fonction dépendante de u. Donc il existait appartenant à C1, donc vous remarquez que là je suis allé beaucoup plus vite que dans l'exercice précédent, où je donne directement l'expression de g. Et finalement j'obtiens que mon g, je repasse en x et en y, g de xy égale c2, et j'ai remplacé mon u par sa valeur, donc 2x plus 3y. Du coup, l'ensemble des fonctions C1 solution de E sur R2, c'est l'ensemble des fonctions qui s'écrit sous la forme xy aussi c de 2x plus 3y, où c'est une fonction de classe C1 de R dans R. Alors, vous remarquez que ce deuxième point là que j'ai rédigé, ce troisième point ici que j'ai rédigé un peu rapidement, on peut aussi le faire par analyse synthèse, pour le faire peut-être un peu plus proprement, en disant que si on prend une fonction de classe C1 sur R2 solution de E, alors on a les solutions de l'équation dérivée partielle. Avec le calcul qu'on a fait précédemment, ça veut dire que mon d2g en h de xy égale 0. Je pose mon changement de variable. Donc encore une fois, h est surjectif, c'est important. Donc du coup, cette équation-là est valable pour tout uv, cette équation-là est valable pour tout uv dans R2. Et je vais intégrer cette équation et j'obtiens que g de uv égale c de u. Enfin, là, mon C, vous remarquez que je ne dis pas directement qu'il est de classe C1. Et j'ai repris ici la rédaction que j'ai pu avoir dans l'exercice précédent, où on faisait des équations dérivées partielles assez basiques. Et donc je continue toujours cette rédaction pour les équations aux dérivées partielles assez basiques. On obtient que mon C, en fait, je vais prendre V égale 5, pourquoi pas. Mon C à U associe G de U5. Et comme G est de classe C1, et ben ma fonction C va être de classe C1 sur R. Et du coup, on obtient que f de xy, pour tout xy dans R2, f de xy égale g de h de xy. Et g de h de xy, c'est g en fait de 2x plus 3y, x plus y. Et donc j'ai remplacé u par 2x plus 3y, v par x plus y, et j'obtiens que ça fait c de 2x plus 3y, où c'est une fonction de classe C1. Et donc là, j'ai fait l'analyse, je fais derrière la synthèse, réciproquement, si f s'écrit sous la forme c de 2x plus 3y, ou c est de classe C1 sur R, alors f est classe C1 sur R2 par opération sur les fonctions de classe C1, et pour tout xy dans R2, donc là j'ai fait une faute de frappe, df sur dx, ça va valoir ça, df sur dy, ça vaudra ça, et donc quand on regarde l'équation, 3df sur dx moins 2df sur dy, ça fait bien 0, donc f est solution de E sur R2. Donc l'ensemble des solutions de E sur R2, c'est bien cet ensemble-là. Donc vous pouvez avoir les deux manières de rédiger. A priori, quand on vous demande de résoudre une équation dérivée partielle comme celle-ci, avec un changement de variable, on ne devrait pas vous embêter au moment d'intégrer cette équation-là. Je pense que vous avez le droit de le faire directement, sans prendre trop de gants, au sens où c'est un problème mineur par rapport au problème du changement de variable qui est posé au-dessus.